Bienvenue, aujourd'hui on se penche de près sur le Bénin, sous la présidence de Patrice Talon. On a épluché pas mal de choses, des articles, des analyses échos, des rapports sur les droits humains, même Wikipédia, oui. L'idée c'est vraiment de décrypter un peu tout ça, les réformes, les tensions, les défis. Bon, allons-y. Oui, et c'est un tableau, assez contrasté. D'un côté, on voit clairement des réformes structurelles, une certaine ambition et une croissance économique qui est quand même notable, hein. Et puis de l'autre, des crispations politiques assez fortes, des questions qui se posent sur les libertés, sur le partage des richesses aussi. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir comment tout ça s'articule, ou pas, sur le terrain. Commençons peut-être par la politique, justement. Cette affaire Boko Meki, ça fait beaucoup le bruit. Le président Talon, dans Jeune Afrique, utilise des mots très personnels. Il parle de tragédie intime, il dit qu'Olivier Boko était comme un frère. Oui, c'est très fort comme mot. Il évoque une confiance absolue qui aura été trahie, et ça aboutit à une condamnation pour complot contre l'autorité de l'État. Talon admet même avoir été un peu dans le déni au début, avant de voir les preuves, apparemment, d'une volonté de prendre le pouvoir. C'est ça. Il précise bien qu'il n'y avait pas d'intention prouvée de lui faire du mal physiquement, mais bon, il souligne qu'un coup d'État, c'est imprévisible. Et cette affaire, il faut la replacer dans un contexte plus large. Rappelons quand même qu'en 2012, c'est Talon lui-même qui était accusé. Tentative d'empoisonnement, coup d'État contre Boni Yagui. Ça l'avait forcé à l'exil avant d'être gracié, syndicaux. Ah oui, c'est vrai, ce parallèle est assez fou. Frappant. Tout à fait. Et plus récemment, si on regarde des sources comme Africa News ou le dernier rapport d'Amnesty International, ces organisations décrivent un climat qu'elles qualifient de peur. Elles parlent d'arrestations d'opposants, Joël Aïvo, Rekia Madougou, Oui, des noms connus. de détentions jugées arbitraires, de restrictions sur la liberté d'expression, de réunions, et même des conditions de détention difficiles, la surpopulation carcérale notamment. Donc, malgré la reconnaissance officielle d'une opposition républicaine, ces rapports jettent une ombre. Comment on évalue l'état réel de l'espace démocratique alors? C'est précisément la question que ces éléments soulèvent. La reconnaissance formelle existe, mais ces rapports pointent vers une interrogation sur, disons, la vitalité réelle du pluralisme et des libertés publiques sur le terrain. D'accord. Et cette tension politique, est-ce qu'elle détend sur l'économie? Parce que là aussi, depuis 2016, le discours, c'est rigueur, modernisation. On parle beaucoup de digitalisation, du PAG, le fameux programme d'action du gouvernement. Le grand plan de développement, oui. Des investissements dans le port, l'agriculture, le numérique. Et les chiffres macro semblent plutôt bons, non? Croissance autour de 6,3% en 2023, PIB par habitant qui augmente, le Bénin est passé pays à revenu intermédiaire. Oui, les indicateurs sont encourageants. C'est-à-dire. Alors, les chiffres macro sont là. C'est indéniable. Cependant, il y a des analyses, comme une parue dans Matin Libre, qui viennent un peu nuancer le tableau. L'article pose la question d'une croissance appauvrissante. Ah, croissance appauvrissante, c'est-à-dire? Alors, attention, le terme est fort. Le Bénin ne correspond pas strictement à la définition, parce que la pauvreté, officiellement, recule un peu. Mais ce que l'analyse souligne, c'est le coefficient de Gini qui mesure les inégalités. Il était très élevé en 2019 à 53,1. Très élevé, oui. Ça veut dire de fortes inégalités. Exactement. Ça suggère que les bénéfices de cette croissance ne sont pas très bien répartis. L'article utilise même une image unare, le syndrome du canard. Calme en surface, mais ça pédale très vite sous l'eau pour ne pas couler. Le syndrome du canard, c'est parlant. Donc on a cette vitrine macro qui brille, et puis ce ressenti, cette difficulté pour une partie de la population. Comment expliquer ce décalage? C'est un peu le paradoxe classique de certaines croissances rapides. Elles sont tirées par des secteurs très spécifiques, des gros investissements, qui n'irriguent pas forcément toute l'économie tout de suite. Et puis, il y a la vulnérabilité de l'économie, encore très dépendante de l'agriculture, hein, ça pèse lourd dans le PIB. L'État de la nation a reconnu des défis bien réels, la vie chère, des tensions sur l'électricité parce que la demande augmente fort, des retards sur certains projets pour l'accès à l'eau. Et la frontière avec le Niger qui reste fermée, ça doit peser sur le port de Cotonou, j'imagine. Ah oui, ça, c'est un impact économique direct et non négligeable pour le port, qui est quand même vital. Et pour finir, sur la gouvernance, Talon affiche une volonté de rupture. Il insiste sur la compétence, le mérite. Il dit refuser les compromis politiques qui freinent le développement. Oui, c'est son discours. Et puis, il y a cet engagement qu'il a répété, pas de troisième mandat en 2026, ce qui est... Notable, absolument. Donc, on a vraiment cette dualité. D'un côté, une machine de réforme qui avance, des progrès économiques réels, reconnus.
Et de l'autre, des questions qui persistent sur qui profite vraiment de tout ça, sur l'espace politique, sur les droits humains, comme le soulignent certaines organisations. Une sorte de pari sur le développement d'abord, peut-être. C'est une interprétation possible, oui. Une stratégie qui privilégie la consolidation économique et la réforme de l'État, quitte à, disons, bousculer un peu le consensus ou à mettre de côté certaines exigences démocratiques immédiates. Bon, alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le Bénin, c'est clairement un pays en pleine transformation, qui avance vite sur certains plans, mais qui fait face à des défis complexes et à des choix assez délicats. Oui, c'est ça. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière réflexion. Cette priorité donnée aux réformes structurelles, au développement à long terme, qui peut être perçue comme se faisant un peu au détriment du dialogue ou du pluralisme à court terme, est-ce que c'est durable? Quel est l'équilibre à trouver, en fait, entre cette efficacité recherchée dans la gouvernance et la vitalité démocratique, la cohésion sociale, qui sont quand même indispensables pour la stabilité et la prospérité future? C'est sans doute là l'un des enjeux majeurs pour le Bénin dans les années qui viennent.